tomber depuis quelques heures. L'air fatigué, tu te perds ailleurs. Kevin et Fabien partagent une même passion, la musique. Très bien que se cache la meilleure. Tous les mois, ils enregistrent des reprises ou leurs propres compositions. Un hobby autour duquel ils se retrouvaient avec Mélodie, l'une de leurs amies. Donc là, c'était la table à côté où elle travaillait avec une copine à elle. Elle travaillait sur une chanson. Depuis septembre dernier, les deux amies chantent sans mélodie. Elle a été assassinée. L'unique suspect est un schizophrène. C'est une perte tragique pour beaucoup de monde. C'était quelqu'un de génial. Elle était elle était à l'écoute et elle avait un cœur en or. C'était un plaisir de travailler avec elle, voilà, tout simplement. Et c'était quelqu'un de artistiquement doué. Elle était très, très joviale comme fille, tout le temps de sourire, elle était passionnée par ce qu'elle faisait. J'ai encore beaucoup de mal à parler d'elle au passé. C'est pas évident encore. Un crime qui pour certains aurait pu être évité. Mélodie Massé avait tout juste 23 ans. Passionnée de nature et de randonnée, cette fille du Pays Basque vivait à Bordeaux où elle suivait des études d'infirmière. Ses amis la décrivent comme douce, toujours positive, solaire. Depuis plus d'un an, elle était en couple avec Olivier, 24 ans, connu pour sa participation en 2016 à une émission de télé-réalité. Ils attendaient une petite fille pour l'automne. Le 13 septembre dernier, à 21h30, Olivier découvre le corps sans vie de Mélodie chez sa mère, où elle était venue se reposer. Enceinte de 8 mois, elle a été puis tuée. Le corps de la victime se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, ligoté aux poignets et aux chevilles, bâillonné avec des torchons et les yeux bandés. Cette jeune femme a subi des traumatismes violents et répétés à la face, principalement. Ces coups sont très certainement à l'origine du décès, peut-être aussi combinés avec un éventuel processus asphyxique lié au qu'elle avait dans la bouche. Dans la maison, les traces ADN livrent un nom, Cédric Bernasconi. Cet homme de 38 ans est déjà connu des services de police pour des faits de petite délinquance, vol et dégradation. 3 jours après le meurtre de Mélodie, il est repéré à 10 km de là, à Anglette. Il circule à bord d'un camion-benne volé. Après une course-poursuite avec les gendarmes, il perd le contrôle du camion et s'encastre dans un garage. L'homme est interpellé. Placé en garde à vue, Cédric Bernasconi reconnaît froidement les faits. Il explique être entré dans la maison dans l'espoir d'y trouver de l'argent pour s'acheter des baskets. Mélodie était là. Il aurait été pris d'une envie en la voyant. Le procureur dresse alors un portrait inquiétant du suspect. C'est un individu qui présente un profil psychiatrique sérieux, qui a fait déjà l'objet de plusieurs hospitalisations et qui était suivi d'ailleurs par le centre hospitalier local. Cédric Bernasconi est schizophrène, diagnostiqué de longue date. Il est placé sous curatelle de biens. Aurait-il dû être interné? Pourquoi personne n'a su empêcher la dérive de cet homme malade? Né en Suisse, il habitait en Haute-Savoie où il a fait plusieurs séjours en psychiatrie. Il a été interné de 2003 à 2006. 3 ans plus tard, il s'installe au Pays Basque, à Anglette, où il a un peu de famille. Il travaille un temps en intérim comme paysagiste, mais il vit surtout de son allocation adulte handicapé qui lui permet de se loger et de se nourrir. Au fil des ans, il sème de plus en plus souvent le trouble dans la ville. Et voilà. 4,94 s'il vous plaît. Panchika V12 gère la supérette où Cédric Bernasconi avait ses habitudes. Non, mais je vais pas vous la compter.
2 fois par mois, il venait acheter du lait, du sucre et du café. Elle n'avait jamais eu de problème avec lui, jusqu'en novembre dernier. Je l'ai vu tout de suite arriver de dehors déjà, je l'ai vu arriver, il marchait bizarrement. Et quand il est rentré dans le magasin, moi j'avais du monde en caisse. Donc j'étais dans ma caisse avec mes clients et il est rentré, il a dit bonjour. J'ai répondu bonjour sans tourner la tête. Et là il m'a dit regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Donc je l'ai regardé et là tout de suite, bizarre, il a commencé à parler dans le magasin très fort. Il répétait une phrase constamment, je vais revenir, tu vas voir, tu vas voir. Je sais pas qui parlait, mais voilà, c'était tout en répétition, c'était fort. Au moment de me donner l'argent du paiement, il me donnait les sous, il reprenait ses sous. Ça a duré 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes, quoi. C'était très très long. Disons que je l'ai toujours trouvé étrange, mais à partir de ce jour-là, je me suis dit, il peut être dangereux, ouais. Moi, il m'a vraiment foutu la trouille, vraiment. S'il a effrayé Panchika et la clientèle du magasin, Cédric Bernasconi aurait surtout fait vivre l'enfer à son voisinage. Sa dernière adresse connue est un studio dans cette résidence tranquille et familiale d'Anglette. Cyril et son fils Yon l'ont côtoyé pendant 2 ans. Il habitait ici, c'était, je ne me rappelle plus du numéro exactement, mais voilà, dans ce studio, toutes les nuits, tout le temps, coup de marteau, hurler à 4 h du matin, sortir en hurlant des injures à tout le monde, à n'importe qui. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand je suis passé un jour dans cette allée, il a allumé une tronçonneuse. Voilà, ça m'a choqué, et quand je suis rentré, il a éteint sa tronçonneuse. Donc, et après, il applaudit aussi, beaucoup d'applaudissements. C'est ça, quoi. C'est constant. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres. Cyril finit par avoir peur de ce voisin incontrôlable. Selon lui, un jour, sans raison apparente, Cédric Bernasconi l'aurait frappé au visage avec un poing américain. Quelques semaines plus tard, il aurait même tenté de s'introduire chez lui. Il s'est mis ici. Au début, c'était des hurlements, c'est-à-dire qu'il s'est mis à crier en face du portail. Après, sur le second nom, il a passé la main pour ouvrir le portail et il a franchi la porte du portail. Donc il est atterri chez nous. Et à ce moment-là, dans le jardin, il s'est mis à hurler comme ce qu'il faisait auparavant, mais chez lui. Et il a proféré des menaces chez vous, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je me rappelle, il avait dit je vais vous tuer, je vais vous tuer. C'est qu'une question de temps. Cyril porte plainte, dépose plusieurs mains courantes. Il lance même une pétition auprès des habitants de l'immeuble pour demander l'expulsion de Cédric Bernasconi. Rita, une autre voisine, se souvient d'un homme très seul, vivant reclus. Selon elle, il ne recevait quasiment aucune visite, même si sa mère et sa tante vivaient dans la région. Il était sûr que tout le monde était contre lui. Hein. Bon, alors il a dit, tout le monde veut exploiter mon cas. Ben, ça, c'est une chose bizarre, il dit. Hein. Alors, avec innocence, je lui ai dit, ah, mais c'est quoi votre cas? Et tout de suite, il a dit, mon isolement. Et c'est vrai, on peut le comprendre. Quelqu'un déjà qui n'est pas bien dans sa tête, qu'on le laisse là pourrir tout seul, hein, sans rien faire parce qu'il ne travaillait pas. Alors, évidemment, il y avait de quoi devenir encore plus fou. Hein. Il était seul, vraiment? Il n'avait jamais de visite? Jamais il était tout seul, il n'y avait pas de famille, il n'y avait même pas de visite de cette organisation à Bayonne, hein, qui était tuteur. Hein. Il avait planté là et pour eux, c'était réglé. Chaque personne ici dans cette résidence avait toujours dit « Non, mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on le boucle? On attend qu'il assassine quelqu'un. » En début d'année, Cédric Bernasconi quitte son logement et entame une vie d'errance. Mais les plaintes des riverains sont parvenues jusqu'au maire, qui décide de demander son internement d'office. Pour cela, la loi oblige l'élu à obtenir l'aval d'un médecin. Afin d'obtenir ce certificat, Claude Olive se tourne vers le psychiatre qui suit Cédric Bernasconi. J'ai été confronté à la non-acceptation du psychiatre
de signer, de contre-signer ma demande d'internement d'office. Est-ce qu'il vous a justifié sa décision? Il pensait qu'il n'était pas dangereux. Enfin, en tout cas, il nous a certifié qu'il n'était pas dangereux et que pour lui, ça posait pas de problème. Je peux vous lire ce que m'écrivait le psychiatre. Je vais proposer un rendez-vous en fin de semaine, début de semaine prochaine, à l'individu pour le convaincre de se faire hospitaliser. Franchement, il n'y a pas été. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans la nature? Dans les semaines qui suivent, le maire apprend que le schizophrène a arrêté son traitement et ne reçoit plus son injection mensuelle de neuroleptiques. Il fait part de son inquiétude au psychiatre. Dans un nouveau courrier en mai, 4 mois avant le meurtre de Mélodie, le médecin tente de rassurer l'élu. Il dit cette personne se replie sur elle-même, elle se sent persécutée par les autres, ce qui pourrait expliquer certaines de ses réactions. Et là, vous pourriez envisager une mise en demeure auprès de lui afin qu'il nous demande d'adapter un nouveau protocole thérapeutique et en dernier lieu, peut-être une hospitalisation d'office en cas d'échec. Ça veut dire très clairement qu'on lui fait une injonction de demander s'il veut changer de traitement. Est-ce que vous voulez venir nous rencontrer pour qu'on vous change le protocole? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'à un moment donné, cet homme a été au bout d'une démarche qui pose un problème à la société. Et bien, c'est à nous qui sommes en responsabilité, c'est-à-dire moi élu, mais lui aussi médecin, à prendre nos responsabilités pour essayer de pallier à ça. Et on n'est pas là pour lui demander s'il a envie de se soigner. Depuis le drame, Claude Olive accuse le psychiatre et l'hôpital où était suivi Cédric Bernasconi de ne pas avoir pris au sérieux la menace qu'il représentait. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre à ces accusations. Mais Thierry Buret, le responsable du pôle psychiatrie, souligne que le maire n'a pas suivi la bonne procédure. Il s'est trompé en s'adressant au psychiatre de l'hôpital. Le médecin habilité à fournir un certificat médical est forcément, en raison de sa neutralité, un médecin généraliste de ville ou un médecin psychiatre de ville qui rédige ce premier certificat. Le psychiatre de l'hôpital n'aurait pas informé le maire qu'il faisait erreur sur la procédure à suivre. Il n'aurait pas non plus informé la direction de l'hôpital. Oubli ou négligence, quoi qu'il en soit, pour Thierry Buret, l'établissement n'a commis aucune faute. C'était à l'élu de se renseigner. Il aurait dû s'adresser directement à nous parce qu'effectivement, on lui aurait expliqué les choses. Je ne comprends pas bien pourquoi il s'est obstiné à dialoguer avec le médecin psychiatre, semble-t-il, de terrain, quoi. Donc, il fallait qu'il dialogue directement avec nous. L'instruction devrait définir les responsabilités de chacun et déterminer s'il y a eu une faille dans la prise en charge de ce patient. Le meurtrier présumé de Mélodie Massé est aujourd'hui en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Son avocate n'a pas souhaité répondre à nos questions. Des expertises psychiatriques sont en cours. Cédric Bernasconi ne sera jugé que s'il est reconnu responsable de ses actes. Il est peut-être la clé, la dernière pièce d'un puzzle macabre. Cet homme, terré chez lui, en attente de son procès, accepte de se livrer pour la première fois. Claude Ducos, électricien à la retraite, chasseur, est accusé d'avoir démembré le corps d'Alexandre Ginca, 13 ans. Est-ce que vous avez démembré Alexandre Ginca? Mais non, mais vous vous figurez une chose pareille, mais c'est atroce, je ne sais pas. Je n'ai jamais rien fait. Je suis tombé des nues le jour où la police judiciaire est venue chez moi. Mais vous vous figurez de quoi il m'accuse, de découper un morceau. Mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Dans le box, aux côtés de Claude Ducos, 3 autres personnes. Des marginaux du centre-ville de Pau. 4 accusés pour un même meurtre, sans que l'on sache avec certitude quel a été le rôle de chacun. Ce mystère hante Valérie, la mère d'Alexandre, depuis maintenant 5 ans. C'est son dernier anniversaire, voilà, pour ses 13 ans. Il n'avait pas encore les cheveux longs. C'était l'année où il avait décidé de se faire pousser les cheveux pour avoir le look skater. Il s'était dit, maman ne voudra jamais. Et puis, bah oui, j'avais dit oui, pourquoi pas, il faut bien qu'ils passent par leur période test.
Les photos, on les connaît par cœur. Ça fait 5 ans qu'on les regarde et il n'y en a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouveaux souvenirs, il n'y a pas de nouvelles photos, il n'y a plus rien. Alexandre Ginca a disparu le 4 juin 2011 dans ces rues du centre de Pau. Il passe alors le week-end chez son père, qui lui a donné l'autorisation d'aller dîner dans cet immeuble, chez une camarade de classe, avec d'autres amis. Il quitte ses copains à 22h40. Il est à vélo. Il lui reste alors quelques centaines de mètres à parcourir pour rentrer chez son père, qui vit juste à côté des Halles. Le lendemain, son vélo sera retrouvé attaché à ce poteau. Alexandre, lui, s'est volatilisé. « 20 jours plus tard, sur les bords du Gave de Pau, en plein centre-ville, 2 SDF, Jacques et Muriel, font une découverte éprouvante alors qu'ils ramassent du bois dans la rivière pour faire du feu. Là, tu ramasses des bouts de bois. Les bouts de bois, je prends, j'ai la brouette, je ramasse les bouts de bois. J'ai pris un morceau. J'ai dit ça, c'est pas un bout de bois. J'ai dit ça, c'est humain, je pose. La police, quand ils sont arrivés, commence à parler un peu entre eux. Je me suis dit, pourvu que ça ne soit pas ce que tout le monde pense. Manque de peau. Il s'agit du fémur d'Alexandre. Le reste du corps de l'adolescent est retrouvé ici, quelques semaines plus tard. Commence alors une gigantesque enquête pour comprendre ce qui lui est arrivé. Pendant près de 2 ans, 60 policiers vont tout tenter. La famille, les amis, les habitants du quartier sont entendus. 4 millions de communications sont analysées. Mais c'est un mot de 3 lignes qui va dénouer une partie du mystère. Un mot écrit sur le registre de condoléances ouvert pour les obsèques que le procureur de la République fait expertiser. On va découvrir peu de temps après que ce registre comporte une mention assez énigmatique. Mike, SDF. Je connais ce qui est arrivé, mais ce connard qui t'a fait ça est sous terre. Qui est cette personne, Mike, SDF, Et donc, avec ce travail d'archives, en quelque sorte, presque, qui est réalisé, on va remonter progressivement vers celui qui est aujourd'hui le principal accusé de ce dossier. Il s'agit de Michael Bérel, un marginal de 25 ans qui traîne dans le centre-ville de Pau. Il a déjà fait de la prison pour violence. Il avoue être celui qui a tué Alexandre. Il est incarcéré. Après 2 ans d'enquête, un soulagement pour les Palois. Michael Bérel livre devant le juge d'instruction l'esquisse du scénario du crime. D'après lui, à l'origine de tout, il y a un autre marginal, Christophe Camille, âgé de 23 ans. Selon son avocate, Christophe Camille vient de sortir de l'hôpital psychiatrique le soir du 4 juin 2011, quand il croise la route d'Alexandre. Il n'a pas l'heure. Il va demander à Alexandre l'heure. Alexandre va sortir son téléphone portable. Christophe Camille va lui demander son portable. Il va l'attraper en lui disant, de façon virulente, de lui donner le portable, ce que va faire Alexandre. Christophe Camille a le téléphone entre les mains, Alexandre s'en va. Le hasard de la vie fait que Christophe Camille va rencontrer celui qu'il a déjà vu à quelques reprises au Secours catholique, qui est Baérel. Ils vont se retrouver et Alexandre va revenir. Alexandre revient sur ses pas, sans doute pour tenter de récupérer son portable. Il fait face à Michael Bérel et Christophe Camille. Mon client ne touchera pas à ce moment-là à Alexandre et partira en courant. Dès qu'il verra, Baérel s'en prendra à Alexandre. Michael Bérel explique avoir été pris d'un accès de rage en voyant revenir l'adolescent devant les Halles. Il lui assène plusieurs coups violents sur le haut du crâne avec un marteau qu'il porte alors toujours sur lui. Il raconte avoir traîné le corps d'Alexandre dans cette rue, sur 30 mètres, jusqu'à l'appartement de Fatima et Nadja. Une femme de 20 ans, son aînée,
avec qui il vit entre 2 incarcérations. Pendant l'enquête, elle avouera avoir aidé Michael Bérel à cacher le corps d'Alexandre dans sa cave, avant de revenir sur ses aveux. Elle est poursuivie pour non-dénonciation de crime, Christophe Camille et Michael Bérel, pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ce foyer de réinsertion, les 3 accusés étaient connus. Les éducateurs parlent de profils très fragiles, de parcours d'errance, sans entourage familial. Neil et Denis se souviennent de la brutalité de Michael Bérel. Quelqu'un de très fuyant, quoi, qu'on ne pouvait pas capter, qui passait, mais on ne savait pas trop son histoire. Donc on savait qu'il pouvait être très tendu, voire violent avec Fatima, mais après, avec les autres, pas forcément, quoi. Elle était comment, Fatima El Nadja? Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme impression? Moi, j'en ai le souvenir d'une personne très démunie. Extrêmement démunie, extrêmement vulnérable. En souffrance aussi, ouais. En grosse souffrance. Est-ce qu'elle était sous influence de Michael Bérel, d'après vous? Elle nous disait qu'elle avait peur de lui, quand même. Michael Bérel va aussi impliquer un autre homme qui n'a rien à voir avec ce milieu marginal. Claude Ducos, un chasseur de 72 ans, ancien électricien de la SNCF, qui coule une retraite paisible dans un village du Haut-Béarn, à une dizaine de kilomètres. Michael Bérel révèle qu'il entretient avec le retraité des relations sexuelles. Mais surtout, le lendemain de la mort, il raconte l'avoir appelé à l'aide. Claude Ducos aurait emporté le corps d'Alexandre Ginca dans sa voiture. 10 jours plus tard, avec Michael Bérel, ils auraient jeté le cadavre démembré dans le gave de Pau. Les policiers interpellent Claude Ducos, ici, dans la ferme familiale, où il vit en célibataire avec ses frères et ses belles-sœurs. Tout le monde ignore sa double vie. Contre lui, pas de preuves, mais un faisceau d'indices. Le chasseur connaît la découpe du gibier et surtout son téléphone a borné le lendemain du crime dans le quartier des Halles. Aujourd'hui mis en examen notamment pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Claude Ducos est en liberté sous contrôle judiciaire. S'il avoue une relation avec l'accusé, il nie toute responsabilité. Ça l'a téléphoné et moi, j'y connais rien. Je ne dis pas que je n'étais pas en contact. Ça, c'est sûr. Mais c'est tout. Après, on allait au cafétéria. C'était un gentil garçon. Jamais d'alcool. Moi non plus, je suis anti-alcool. Oui. Il dit que vous êtes venu chercher le corps et qu'ensuite, vous l'avez rendu en morceaux dans des sacs. Et ce sont ces accusations. Qu'est-ce que vous dites de ces accusations? Mais c'est pas possible. Il a eu le temps pendant, je sais pas combien, 2 ans, de s'imaginer des choses. Mais jamais il m'a fait intention de ça. Jamais. Vous auriez fait ça par amour pour lui? Non, pas à ce point-là, quand même. Non. Et le gosse, je ne l'ai jamais vu, moi. Ni mort, ni vivant. Vous n'avez pas peur d'affronter la justice? Absolument pas. J'ai rien à dire et je cache rien. Les accusations d'un jeune marginal, un téléphone qui démontre seulement qu'il est venu à Pau. Pour l'avocat de Claude Ducos, les éléments sont bien minces pour faire condamner ce chasseur expérimenté. Tout ce qu'on a trouvé à dire dans l'arrêt de mise en accusation, c'est de l'avoir découpé des sangliers, donc il sait le faire, donc il a découpé l'enfant. C'est quand même aller un peu vite en besogne. La police a chez lui pris des couteaux que les experts déclarent compatibles avec la découpe de l'enfant. Un couteau est compatible avec une découpe. On peut en trouver chez moi, des couteaux, chez vous, chez le procureur public ou l'avocat général, on peut trouver des couteaux. C'est pas pour autant qu'on a découpé quelqu'un. Si on avait trouvé ne fût-ce qu'un indice, mais il n'y a pas. Il n'y a pas l'ADN de Ducos, il n'y a pas l'ADN du petit Ginca, il y a l'ADN de personne. Et on dit simplement, bah oui, vous êtes peut-être potentiellement le découpeur. C'est horrible quand même. Claude Ducos risque 3 ans de prison. Michael Bérel et Christophe Camille, la réclusion criminelle à perpétuité. De son côté, Valérie, la mère d'Alexandre, se prépare à côtoyer les accusés pendant les 10 jours de procès. Il faut que les coupables soient reconnus coupables, vraiment.
Il faut qu'on ait des explications. Il faut qu'on en ait plus qu'actuellement si c'est possible. C'est ce qu'on espère. Vous voulez leur dire quoi? Leur dire qu'ils m'ont enlevé mon bébé. Leur dire qu'ils ont démonté toute une vie, toute une famille. Et que s'ils ne tiennent pas la leur, parce que leur vie, pour moi, elle n'est rien du tout. La nôtre, elle était très importante, elle était belle. Et elle est plus belle. Les Palois, eux, ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils viendraient par centaines à l'audience pour comprendre et rendre hommage à un enfant dont le destin a ému toute la ville. C'est une famille anéantie, 48 heures après la mort de Chloé. Dans la pièce, les oncles, les tantes, les grands-parents, au chevet d'Isabelle et David, les parents de Chloé. S'ils nous reçoivent, c'est pour nous parler de cette petite fille souriante qui venait de fêter son anniversaire il y a quelques jours. Elle a fêté ses 9 ans là, avec les cousines, les cousins, les tatas. Elle était toute contente. Ça va être très dur de vivre ça. Ouais. Tout le monde l'adorait, de toute façon. La tragédie s'est déroulée au pied de leur immeuble, à côté de cette aire de jeu. Mercredi dernier, tous les enfants de ce quartier populaire profitent du grand soleil dans le square. Chloé est avec Isabelle, sa maman, qui poste cette photo sur les réseaux sociaux. La petite fille s'apprête à partir à la danse. À 15h30, Isabelle retourne brièvement dans son appartement, changer le petit frère de Chloé. Elle laisse sa fille avec ses copines. D'autres parents sont dans le square, comme Aurélien. Tout à coup, il voit un homme s'enfuir avec Chloé. Il est passé en courant, moi j'étais à la porte, il est passé vraiment en courant, quoi. Comme ça, avec la fille dans les bras, et c'est arrivé vers là-bas, où qu'il y a les rochers exactement. Il a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Je vais te... » Chloé était en panique, elle criait. C'est là que j'ai compris qu'il se passait un truc terrifiant, quoi. Tout se déroule très vite. Aurélien et les autres parents n'ont pas le temps de réagir. La mère de Chloé redescend au même moment avec ses 2 autres enfants. Elle assiste à la scène impuissante. Le papa de Maëlle, il m'a dit Chloé, on a pris Chloé. Je me suis mis à hurler. Et après, comme je suis arrivée sur le coin, Chloé, elle était allongée derrière les poubelles. J'ai encore crié Chloé. C'est là qu'il l'a pris. Il est parti, il l'a mis dans sa voiture. Et j'ai crié, on m'a pris ma fille. Et c'est là que les gens ils sont sortis. Et j'ai appelé tout de suite la police. 5 minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. Ils recueillent les premiers témoignages. Le ravisseur aurait pris la fuite par cette route, au volant d'une Seat Toledo rouge, immatriculée à l'étranger. L'alerte est donnée. Philippe Mignonnet est prévenu immédiatement par les policiers. Il est adjoint au maire à la sécurité et connaît les moindres recoins de Calais. Il décide d'aller inspecter un chemin peu connu, à la lisière des habitations. En arrivant là, j'aperçois le véhicule, à peu près à 50 mètres. Donc j'appelle immédiatement la police. En continuant d'avancer et en regardant dans le bois, si j'aperçois quelque chose, je m'arrête à sa hauteur pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Je n'y vois rien. Et par mesure de sécurité, je me mets en travers. Voilà, comme ça. Ce bois, c'est ce que l'on surnommait la jungle. Un campement sauvage pour les migrants. Il est aujourd'hui démantelé. Donc j'attends la police à côté du véhicule. Ils sont arrivés
3-4 minutes après, grand maximum. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc nous sommes descendus dans le bois. Le corps était à peu près à 30 mètres. Chloé est déjà morte, à moitié dénudée. L'autopsie révélera qu'elle a été violée et étranglée. 15 minutes plus tard, les policiers repèrent un homme derrière ce mur. Et dans sa poche, ils vont trouver les clés de la voiture rouge. Le suspect n'est pas un inconnu des services de police. Il s'appelle Zbigniew Umiński. Il a 38 ans, il est polonais et sans domicile fixe. Il est placé en garde à vue et refuse l'assistance d'un avocat. Son taux d'alcoolémie est supérieur à 1 gramme par litre de sang. L'homme explique qu'il est arrivé de Pologne le matin même pour prendre un ferry vers l'Angleterre. Il prétend avoir une sœur à Southampton. Madame, bonjour. À 1h du matin, après 5 heures de garde à vue, il avoue le meurtre et le viol de la petite Chloé. Et il explique son passage à l'acte. Une fillette s'approchait de lui et l'arrosait à l'aide d'un pistolet à eau. Il l'empoignait, il s'agissait de Chloé. Il lui plaçait une main sur la gorge et l'autre main sur son buste. Zbigniew Umiński est mis en examen pour enlèvement, viol et séquestration suivie de mort. Il risque 30 ans de prison. Un avocat est désigné, il le rencontre brièvement. Il n'a pas souhaité faire de déclaration devant le juge d'instruction, sinon des déclarations spontanées dans lesquelles il a confirmé en gros que ce qu'il avait dit chez les policiers. Immédiatement, une polémique va naître à Calais. Car on découvre que Zbigniew Umiński a déjà plusieurs condamnations dans la région pour des faits de violence. Dans la famille de Chloé, on se demande pourquoi cet homme n'était pas surveillé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Alors que il devait pas être là. Moi j'espère que la justice va faire son travail parce que là c'est inadmissible. Qu'est-ce qui nous arrive? Depuis une dizaine d'années, Zbigniew Umiński vit en marginal entre la France et la Pologne. À Calais, il survit entre des petits boulots de soudeur et des larcins. En 2004, il est condamné à 4 ans de prison pour vol et séquestration. Il n'y restera qu'1 an avant d'être expulsé vers la Pologne. Il revient à Calais en 2009 et va franchir un cap dans la violence. Micheline Tollet avait 78 ans à l'époque. Il est entré chez elle alors qu'elle faisait tranquillement son lit. Il est arrivé derrière moi, il a claqué sa main sur ma bouche, il m'a mis le couteau sur la gorge et il m'a dit « Si tu cries, je te tue ». C'était une longue lame. Quand j'ai baissé mes yeux, j'ai vu cette lame qui dépassait. Je me suis dit « Je vais mourir ». Micheline réussit à s'enfuir en sautant par la fenêtre. L'agresseur repart avec un maigre butin, 60 €. Mais il ne s'arrête pas là. À la tombée de la nuit, Zbigniew Umiński s'introduit par un Velux, ouvert sur ce toit. Il se cache dans une chambre d'enfant. Cette maman entend un bruit et monte, suivie de sa fille de 9 ans. Donc j'ai ouvert la porte et là je l'ai surpris avec son couteau. Je me suis mise à crier et ma fille était à côté de moi. Et là il m'a tout de suite répondu « Pas de panique, je pars ». Donc il s'est retourné et là je l'ai poussé jusqu'à la fenêtre. Et là j'ai ouvert la fenêtre et il est reparti. Il a enjambé et est parti dans les champs. Heureusement je l'ai surpris. C'était une chance énorme pour nous parce que si je ne l'avais pas surpris, j'allais coucher ma fille. Qu'est-ce qui se serait passé? Quelques heures plus tard, Zbigniew Umiński est arrêté et emprisonné près de Lille. Christian Sounon, psychologue, va réaliser son expertise à la demande de la justice. Et il se rend compte qu'il n'a pas face à lui un simple cambrioleur. Il n'y avait pas de regret, il n'y avait pas de culpabilité, il n'y avait pas d'émotion. Il n'était pas empathique par rapport à sa victime. Je détecte une violence, un énorme potentiel de violence, de risque de passage à l'acte qui est très élevé.
et une dangerosité très importante. C'était un psychopathe, quoi. La réflexion que je me suis faite, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir ?» quoi. En 2010, Zbigniew Uminski est condamné à 6 ans de prison ferme. Mais aucun suivi psychologique n'est demandé. À la fin de sa peine, en mars 2014, il est extradé vers la Pologne. Il est condamné à 1 an de prison pour un vol de voiture commis il y a 15 ans. Mais la loi polonaise ne prévoit pas une incarcération immédiate. Et en tant que citoyen de l'espace Schengen, il a le droit de revenir en France. C'est ce qu'il a fait mercredi dernier, quelques heures avant la mort de Chloé. Dans la ville, ce drame suscite une immense émotion. Avec vous, hein. Hier, autour de la famille, pour la 2e fois depuis mercredi, une marche blanche a réuni plusieurs milliers de personnes. Devant l'immeuble où habitait Chloé, la directrice de son école de danse prend la parole. Ma puce, ceci est pour toi. Tu n'es plus dans le présent, mais dans le passé. Cette vie avec toi, nous voulions la partager. Repose en paix, notre Chloé. C'est sûr que tout ce qu'on fait là, ça peut pas vous ramener. Ça peut pas vous ramener Chloé. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que le voir le monde, ça me touche énormément. Les obsèques de Chloé se dérouleront mercredi prochain à Calais.